Retour à vous, très chers téléspectateurs. Avançons à présent la rubrique On fait le point. Et je reçois sur ce plateau pour vous un invité. Il s'agit de monsieur Antien Koulou. Il est homme d'église, c'est sous cette casquette que je le reçois. Alors pourquoi le reçois-je sous cette casquette? Tout simplement parce que nous voulons parler changement, révision de la Constitution et l'Église. L'Église qui joue un rôle prépondérant dans la formation des opinions et éducation des masses. Et certains sujets d'ordre politique, culturel, économique ne passent pas par les mailles du filet dans des conversations et des enseignements dans les églises congolaises. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je l'ai dit déjà précédemment, c'est celui du changement ou de la révision de la Constitution. Le contexte étant déjà très tendu entre les tendances politiques, quel rôle devrait jouer l'Église pour rester neutre, impartial et encourager un comportement responsable des populations? Notre invité pourra répondre à ces questions, monsieur Antien Koulou. Bon matin, papa Antien. Bon matin. Comment allez-vous ce matin? Nous allons très bien. Très bien. Alors, avec vous, on va développer ce sujet. Donc, la première question que j'ai pour vous, quel rôle l'Église doit-elle jouer en tant qu'éducatrice de masse face à des questions politiques sensibles comme la révision de la Constitution? En fait, l'Église comprise comme une assemblée de saints, a son message qu'il doit adresser et son message concerne l'homme. L'Église ne doit pas commencer à attendre les circonstances politiques ou sociales pour apporter ce message. Le message de l'Église est déjà connu d'autre départ. Ça modèle l'homme, ça façonne l'homme, indépendamment de toutes les réalités dans lesquelles les réalités manifestées à travers le temps, dans lesquelles l'homme se retrouve. L'Église a son message qui tire de l'éternité. Ça veut dire, dès que l'homme reçoit ce message, l'homme sait être meilleur, pour ne pas dire parfait, être bien, indépendamment des circonstances qui arrivent à travers le temps. Donc le message de l'Église tire sa source à l'éternité. C'est pour modeler l'homme à l'image de Dieu. Donc le rôle de l'Église n'est pas lié aux réalités politiques. Le rôle de l'Église est lié par rapport à la personne de l'être humain. Très bien. Alors c'est vrai que la mission de l'Église telle que vous l'avez donnée est celle de modeler l'homme à l'image de son Créateur. C'est une mission qui est purement spirituelle, mais l'Église est quand même sur la terre. Alors jusqu'où, selon vous, l'Église peut-elle s'impliquer dans les débats politiques tout en restant fidèle à cette mission spirituelle? Comme je dis, l'Église a déjà son message. Comme Jésus-Christ lui-même a dit, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire César a un message et l'Église en a le sien. Et nous avons notre message. Comme je vous ai dit, notre message, nous le tirons de la spiritualité, nous le tirons de l'éternité. Il peut s'avérer que le message que nous donnons modèle l'homme aussi par rapport au social. C'est complet. Mais nous ne tirons pas notre modèle de réalité politique. Et là, ça sera une très grande confusion. Et l'Église risque de perdre le vrai sens de son message. Très bien. Parce que nous ne dépendons pas des réalités politiques pour avoir le message. Le message nous a été déjà donné. Le message que nous donnons, nous ne le donnons pas par invention ou nous ne le donnons pas par information. Nous leur donnons par conformité. C'est un message qui a été déjà donné et mis par écrit dans la Bible. Et si nous prenons ce message-là, nous donnons à l'homme. Donc ce n'est pas un message qui est lié à une réalité. Ce n'est pas le message qui doit s'adapter à une réalité. C'est la réalité qui doit s'adapter au message. Nous qui sommes de l'Église, c'est de cette façon que nous voyons les choses. Nous voulons conformer les réalités par rapport à ce que Dieu a dit et non prendre ce que Dieu a dit, adapté aux réalités actuelles. À l'inverse, mais seulement l'Église, elle vit dans le monde. Et les populations, malheureusement, donc les disciples, les suiveurs, ou les sympathisants, ou même les fidèles des églises, sont aussi sujets à cela et peuvent avoir certaines inquiétudes. Et ils viennent chercher parfois réconfort auprès des hommes de Dieu. Alors comment est-ce que les hommes de Dieu pourraient apaiser les tensions? Le problème qui est là, c'est quoi? L'évangile n'est pas venu enlever l'homme du monde. Jésus-Christ nous a laissés dans le monde. Très bien. Être dans le monde, ce n'est pas un péché, je vous l'ai dit, ce n'est pas aussi anti-évangélique. Non, être dans le monde, nous vivons, nous nous marions, nous faisons tout ce qu'il faut faire conformément aussi par rapport à César. Mais par rapport à l'évangile de Dieu,
Nous savons que nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous, le mieux que nous pouvons attendre de notre existence, ce n'est pas dans ce monde. En étant des passagers, nous avons un message qui nous branche vers l'éternité, qui nous branche vers le Seigneur, qui est invisible, qui n'est pas matériel. Moi, je trouve que l'Église a assez du travail avec son message à faire que de se mêler de problèmes actuels politiques et de la façon dont ils font. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, si nous pouvons prendre, si vous me permettez, la question de la Constitution. Et lorsque la révision de la Constitution. La révision de la Constitution n'est pas biblique. Je me demande, lorsque l'Église intervient, c'est en conformité de quel livre? La révision de la Constitution, elle est constitutionnelle. Qu'est-ce que la révision qu'est-ce que la Constitution elle-même a dit quand on sait? Par rapport à la révision, la Constitution a dit quoi? Qui est censé solliciter cette révision? Et lorsque vous sollicitez cette révision, comment cette initiative doit être approuvée? Et tout cela, la Constitution a dit tout ça. Et toutes ces confusions-là, où l'Église intervient, c'est dans la confusion et dans la distraction. C'est parce que l'homme congolais n'aime pas la lecture. L'homme congolais n'aime pas s'informer. L'homme congolais n'aime pas être instruit. Et c'est ça le souci. Et c'est ça les problèmes auxquels nous sommes exposés aujourd'hui. C'est seulement ce souci-là de ne pas être instruit, de ne pas être informé. C'est comme ça que tout le monde se permet aujourd'hui de prendre la parole sur la question. Et je pense qu'on va essayer d'entrer en détail de ce que la Constitution dit par rapport à la révision. Et tu verras que le message des religieux n'ont pas leur place. Ok, alors déjà, on va rentrer là-dedans tout de suite. Merci. On va rentrer dedans tout de suite. Vous avez dit que la Constitution a déjà prévu en son sein des mécanismes pour qu'elle soit révisée ou changée. Et l'Église n'a aucun mot à dire dedans parce que de toute façon, sa mission est contraire ou sa mission est aux antipodes. Elles sont vraiment aux antipodes, voilà, l'une de l'autre. Alors allons-y, rentrons un peu dans le vif de tout cela. Comment est-ce que la Constitution a prévu et comment est-ce que cela est incompatible avec la mission de l'Église? Je me répète, l'Église nous prêche le message en conformité, non pas conformité de la Constitution, mais en conformité de la Bible. C'est cela. Et lorsqu'il faut un religieux, c'est normal, il peut avoir un caractère hybride. Oui. Il est à la fois homme politique, il est à la fois... Et même lorsqu'ils interviennent, ils doivent nous dévoiler. Lorsque je vous parle ici, ce n'est pas un homme religieux, ce n'est pas un homme de l'Église, je vous parle comme un homme politique, ce n'est pas un mal. Mais il ne faut pas porter la tunique d'un homme religieux pour venir nous parler de la Constitution. Ce n'est pas compatible parce que vous êtes venu nous parler un message qui demande à un certain niveau la conformité par rapport à un livre. Le moine doit respecter son habit. Il doit respecter son habit. En fait, la Constitution elle-même par rapport à la révision. Vous deviez savoir que la révision, elle est constitutionnelle. À son article 218, on cite les personnes qui sont habilitées à initier une révision. Oui. La première personne, on dit que c'est le président de la République. C'est lui qui peut initier la révision de la Constitution en tant que personne. Oui. Il est le seul en tant que personne d'initier la révision de la Constitution. Je ne sais pas, vous cherchez l'article? Non, non, non. Merci beaucoup. C'est le président de la République en tant que personne. Oui. Il a le pouvoir d'initier la démarche. Et cette démarche n'est pas orientée vers la population. En initiant cette démarche-là pour réviser la Constitution, elle n'est pas orientée vers la population. Et le fait d'orienter cette démarche envers la foule, c'est aussi une déviance du point de vue constitutionnel. Lorsque le président de la République a cette initiative-là, il doit s'adresser, comme on l'a dit, il doit s'adresser aux deux chambres du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale. Mais actuellement, dans la pratique, effectivement, il y a l'intention où on veut initier effectivement la révision, mais malheureusement, ni le Sénat, ni l'Assemblée est déjà saisi. Au contraire, c'est la foule et la masse qui est saisie. Là, il y a une déviance et du point de vue politique, ça constitue une provocation.
Une provocation? Oui, je vais vous montrer en quoi aussi c'est une provocation. La provocation, pourquoi? Parce qu'il faut voir. Bon, dans la pratique de la politique, la provocation, elle est légitime. Vous comprenez? Même le silence, même si vous ne dites rien, comme notre sénateur a dit, il a provoqué plusieurs personnes par son silence. En politique, tout provoque. Le silence comme la parole. Donc le président, lorsque il initie cette opération de révision, en s'adressant à la foule, c'est pratiquement une provocation. C'est pour cela que vous voyez de manière diffuse les réactions, parce qu'ils se sont sentis provoqués. Et nous avons le deuxième, c'est le gouvernement. Dans le gouvernement, on dit, c'est à travers le Conseil des ministres que cette initiative doit être prise. Ça veut dire, dans le gouvernement, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas le premier, ce n'est pas la première ministre, c'est à travers le Conseil de ministres. C'est comme ça, vous allez comprendre que les gens veulent que Jean-Pierre Mbemba puisse se prononcer par rapport à la question. En tant que ministre, constitutionnellement parlant, lui comme personne ne peut pas se prononcer. Parce qu'on dit, à part le président, nous avons le gouvernement. Et dans le gouvernement, c'est à travers le Conseil des ministres. Et lui, Mbemba, bien qu'état de l'Union sacrée, on lui demande de se prononcer. S'il se prononce, c'est un acte anticonstitutionnel. Parce qu'en tant que ministre, la proposition de la révision ne peut venir que par le Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres, ils ont leur porte-parole, qui est le ministre de l'Information, qui doit rendre cette proposition, cette initiative-là publique, pas un ministre. Nous avons le troisième institution, qui est le Parlement. On dit qu'il y a le Sénat et l'Assemblée nationale, et aussi, ils peuvent prendre aussi cette initiative-là de réviser la Constitution, et on précise bien qu'il faut qu'il y ait la majorité absolue. Et à ce stade aussi, vous devez comprendre aussi pourquoi, bien que les gens exigent au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat de se prononcer, ils ne peuvent pas se prononcer, car s'ils se prononcent étant de l'Assemblée du Sénat, ça sera un acte anticonstitutionnel. À ces derniers, ils ne peuvent se prononcer qu'en majorité des deux chambres réunies. Et là, à travers un communiqué, là, ils se prononcent. Mais Kamerhe ne peut pas se prononcer de lui-même comme individu. La seule personne qui est appelée à se prononcer comme personne, c'est le président de la République. Et en dernière partie, en quatrième partie, la quatrième, c'est la population. On nous dit, par pétition, il faut 100 000 personnes. 100 000 personnes. Que moi, je trouve que c'est 0,1% par rapport au nombre, par rapport à la population. Nous sommes à 100 millions. Et vous dites 100 000 personnes, ça veut dire que c'est seulement un parti politique. Et ces 100 000 personnes, on ne connaît même pas la base. Sur base de quoi on doit partir désigner ces 100 000 personnes. Et moi, personnellement, s'il faudra que je puisse aussi, bien qu'il n'y a pas le droit, ou bien donner l'idée à ceux qui doivent réviser la Constitution, il faut revoir cette disposition. Parce qu'en fait, vous allez constater que les trois premiers, ce sont des institutions de l'État, mais quatrième ont choisi la population. Je me demande pourquoi à la place de la population, on n'a pas mis les cours et tribunaux. Je me demande pourquoi c'est cette question d'initier une révision. On a inscrit le cours et tribunaux. Au contraire, c'est eux qui sont supposés avoir l'art, parce que ce sont des hommes de droit, les hommes qui sont épris par certaines valeurs par rapport à la lecture et à la compréhension. Mais eux, on les a exclus, et à la place, on a mis une population. On dit 100 000 personnes, on ne sait même pas identifier quelles sont ces 100 000 personnes qui sont censées être révisées. Moi, je trouve qu'à la place, qu'on puisse mettre les cours et tribunaux à la place, parce que eux, si réellement eux aussi ils avaient le droit, je pense que leur intervention par rapport à la question sera plus objective que subjective. Parce qu'actuellement, l'intervention, elle est vraiment subjective. Je viens de vous donner les quatre possibilités pour qu'une révision soit initiée. Soit envisagée ou même... En dehors de ces quatre possibilités, une autre personne, une autre institution n'a pas le droit. Et en plus, à ce stade,
le président, parce que c'est l'intention du président, le président n'a même pas encore initié l'action. Ça veut dire l'action, elle est encore, elle n'a même pas assez débit. Mais il y a des réactions. Et ces réactions ne sont pas calculées. Il y a aussi des sensibilisations. Elle est encore dans un couloir où l'on envisage. Oui, c'est une intention. Et lorsqu'elle a une intention, elle n'est pas constitutionnelle. Cette initiation ne peut être constitutionnelle lorsqu'elle se traduit à un projet. Parce qu'il ne suffit pas de dire que cet article-ci, on nous demande de nous de céder le territoire. Le problème, ce n'est pas on doit réviser, les réviser. Le problème, c'est les révisants. C'est que vous apportez comme modification. Et cela, c'est à travers un projet. Le président doit avoir un projet. Lequel projet, il vise un article. Et en plus, il a les éléments pour modifier cet article-là. À ce stade, nous ne sommes pas encore arrivés à ça. C'est en cela que je vous ai dit que c'est une provocation. Il a dit une chose qui a créé pratiquement presque le feu dans le pays. Mais une chose du point de vue constitutionnel ne représente rien. Très bien. Alors, à quel point les hommes d'église, à vous entendre parler, on a l'impression que les hommes d'église se compromettent. À quel point est-ce qu'ils se compromettent lorsqu'ils en parlent? Parce que c'est vrai que ce n'est qu'une intention, c'est-à-dire qu'il peut appartenir, vous l'avez dit vous-même par exemple, en parlant de la 4e partie qui est impliquée dans cet article 218 de la Constitution comme étant une partie qui puisse demander un projet de révision de Constitution. Vous-même vous avez dit ce serait bien qu'on le change, cet article-là, qu'on revoie. Oui. Donc, moi, je ne suis pas habilité. Non, vous n'êtes pas habilité, mais au moins vous donnez une opinion. Vous donnez une opinion. Oui. De la même façon que vous avez dit que pour l'instant, ce n'est même pas un projet. Cette fameuse notion de changement, de révision de constitution n'est pas un projet. C'est encore une intention. Ce n'est un discours qui a été lancé. Alors, pourquoi est-ce que vous pensez que les hommes d'église se compromettraient ou se compromettent s'ils en parlaient aussi? En fait, lorsqu'il y a un projet d'abord, ce projet-là n'est pas orienté tout d'abord vers la population. Le projet doit être déposé aux 2 chambres réunies. Ils vont étudier le bien fondé du projet. Très bien. Mais là, c'est trop loin. Là, moi, je suis juste au niveau des hommes d'église. Non, j'ai dit ceci, oui. Maintenant, les réactions aura quel impact? Ils réagissent pourquoi? C'est anticonstitutionnel. Parce que vous dites aux gens qui sont au pouvoir, vous devez respecter la Constitution. Mais les réactions du point de vue Constitution, ils soutiennent ça par quoi? Ils font partie de la population. C'est ce que j'ai dit. Alors, pour la population, on a dit 100 000. Si vous aussi, vous voulez initier la révision, déposez aussi votre pétition dans les 2 chambres réunies qu'ils puissent étudier. La réaction dire non, c'est comme si on veut priver au président son droit reconnu de la Constitution d'initier une révision. Elle est constitutionnelle. Lui, comme personne, a le droit d'initier effectivement une révision. Lorsqu'il initie la révision, ça ne doit pas orienter vers la population. Il doit constituer cette initiation à un projet. Et ce projet-là, il doit le déposer dans les 2 chambres réunies qui vont étudier les bien fondés de la Constitution. À ce moment-là, c'est là où tous les débats peuvent être ouverts. Il faut même se poser la question lorsque Denis Sesanga a fait la marche. C'était contre quoi? Dire au président que vous n'avez pas le droit d'initier. Pourtant, la Constitution lui reconnaît ces droits-là d'initier. On est au stade d'initier. Cela ne veut pas dire que ça va passer. Si Denis Sesanga a besoin, effectivement, de sensibiliser les gens, ils voient un danger dans cette initiation-là. Initiative, le vrai dit, ils voient un danger dans cette initiative-là. Denis Sesanga doit aller vers les députés, les sénateurs, parce que c'est eux qui doivent analyser le bien fondé de son projet. Ce n'est pas la population. Imaginez-vous, on dit, si réellement ces projets-là arrivaient à accueillir le 3/5e, ça veut dire plus la majorité, des 2 chambres réunies, ça passe à consulter la population. Oui, sans référendum. Vous comprenez? Et pourquoi vous vous adressez à nous? Si réellement il a cette majorité à ce point-là, on ne sera pas consulté. Ça veut dire que dans ce cas-là, une opinion pourrait penser que l'Église a alors un rôle prépondérant à jouer en informant la population sur le fait de ne pas
céder à certaines manipulations politiques. Oui, à ce stade, Oui. la population n'a pas de pouvoir par rapport au projet qu'a le président. Le président ne doit pas amener ça référendum. Celui qui doit amener ce projet à référendum, ça sera après avoir étudié les bien fondés de la chose. Oui. C'est comme ça que l'Assemblée doit mettre ça en référendum. Ce n'est pas le président. Très bien. Maintenant, nous, en fait, si je suis les arguments des opposants, nous devons comprendre historiquement, d'abord, j'aimerais d'abord ouvrir cette parenthèse ici, nous devons comprendre historiquement. Nous devons atterrir parce que nous avons le temps. Oui. Je vous en prie. Par rapport à la projection historique, prenons la mort de Thérèse, une dame, en fait, qui, je suis très convaincu, lorsqu'elle allait à l'église catholique, pour prendre la décision de commencer à aller à l'église catholique, elle disait, je vais aller chercher Dieu pour mon salut. Je vais aller commencer à le prier, mon Dieu, pour mon âme. Elle s'attendait à un message. Imaginez-vous, la dame, elle se retrouve un jour à l'église. On le fait voir que le président Joseph Kabila avait changé la constitution. Il est méchant, il est cessé. Ça la révolte. Et la dame accepte de suivre parce que c'est un prêtre, parce que c'est un serviteur de Dieu qui mène ces genres d'analyse. Elle s'adonne et s'expose. Et puis on la tue. Regarde maintenant les dangers maintenant que nous avons. Aujourd'hui, les questions politiques, les questions tendancieuses sont maintenant développées dans les églises. Mais au départ, lorsque nous envoyons les gens de chez nous vers les églises, ce n'est pas pour aller attendre ça. Et ce qui me surprend, même nos femmes, à la maison, si nous voulons parler à la maison avec nos femmes sur la Constitution, elles vont vous faire voir que c'est ennuyant. Mais à l'église, il y a quelqu'un qui prend le micro pour parler sur la Constitution. Pendant 2 heures du temps, elles sont là assises en train de suivre. C'est ce qui est étonnant. Ça veut dire une question. Tu quittes chez toi à la maison, tu dis je vais aller attendre ce que Dieu veut me dire. Mais on part te dire ce que dit la Constitution. C'est une déviance de l'ordre, de la mission. Moi je trouve que actuellement on ne sait plus voir des conférences dans nos villes. À l'époque c'était les conférences des jeunes où partant de rien, on est tenté d'apprendre les jeunes à connaître et à comprendre la Constitution. Avant tout conflit, je peux encourager ce genre d'initiatives. Ce sont meilleurs. Et c'est là, si l'Église, dans sa branche d'éducation, il peut prévoir ça. Mais pour dire que lorsque les gens quittent chez eux à la maison, ils viennent à l'église pour attendre Dieu, on leur parle sur la Constitution. Dans les cultes, ça dans les cultes, là, ça devient un problème. Et ça devient un souci. En fait, ce n'est pas étonnant, même à l'époque de Jésus-Christ, il y avait aussi des Hérodiens, les gens qui ont fait des Juifs, qui étaient très convaincus que la Rome devait dominer l'Israël. Et ils apportaient le message pour convaincre d'autres Juifs qui devaient être dociles et respecter l'autorité romaine, qui était Hérode. Et qu'aujourd'hui, dans l'église, nous avons aussi des gens qui représentent des autorités politiques qui viennent pour nous convaincre, nous autres, à respecter ces autorités. Et que c'est à nous d'être prudents. Et surtout lorsque nous envoyons, à cette période, lorsque nous envoyons nos enfants dans des églises, ce n'est plus pour aller prier. Peut-être c'est pour aller l'exposer, qu'ils puissent ramasser une balle comme Thérèse. Et je suis très convaincu que Thérèse, aujourd'hui, si elle revenait en vie, avant de prendre une décision d'aller à l'église catholique, elle va réfléchir 2 fois. C'est à cause de ça qu'elle est morte jeune. Elle va réfléchir 2 fois. Si je pars à l'église, on va me parler des histoires du pays et on va me tuer. Et nous qui sommes vivants, nous devons en faisant la lecture de cette histoire, nous devons nous réserver. Et surtout en envoyant nos enfants dans ces églises où on leur parle de la Constitution et tout ça. Très bien, alors on va finir complètement avec une dernière question. J'avais beaucoup de questions pour vous, mais malheureusement le temps est un peu contre nous. Oui. Alors, selon vous, vous avez parlé, c'est vrai, de certaines conférences qu'on pourrait organiser, qui soient en dehors de la liturgie, en dehors du culte, qui permettent à l'Église de procéder à l'éducation des masses. Quelles autres actions concrètes l'Église pourrait entreprendre pour éviter les crises politiques et peut-être même jouer un rôle de médiation entre les camps politiques qui s'affrontent dans cette notion? En fait, parce qu'on dit qu'elle est souvent au milieu du village. L'église, la plupart des cas, l'église, vous devez comprendre, ce sont des gens convertis qui se réunissent à un endroit pour prier. Oui. L'église, ce n'est pas l'endroit où les gens vont prier, ce sont des personnes.
Ça veut dire des personnes qui sont épris par certaines valeurs, par certains regards positifs sur la société. Ce n'est pas les bâtiments, mais c'est la personne. C'est la personne qui est éprise avec certaines valeurs. Et ces gens-là, effectivement, ces valeurs qui sont liées à l'évangile, ils peuvent communiquer à la société. Mais se mêler sur des questions politiques, ils doivent d'abord commencer par apprendre à enlever les casquettes de l'homme de Dieu. C'est normal en tant qu'homme vivant dans une société que tu sois informé sur la question politique de ton pays. Et parle comme un acteur politique, non pas comme un homme religieux. Ça veut dire que vous utilisez le nom de Dieu. Parce qu'avec le nom de Dieu, moi si je vous dis, je vais te tuer, tu vas te défendre. Mais si je te dis, Dieu m'a envoyé de te tuer pour que tu accèdes au paradis, puisque j'ai cité le nom de Dieu, tu vas accepter de... Implicitement, vous dites que certains manipulent l'opinion. Par rapport à la politique, c'est des manipulations. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. On n'envoie pas nos enfants, on n'envoie pas nos femmes aller dans ce genre d'endroit pour aller attendre le discours politique. C'est pour aller attendre le discours du royaume. Et ça, c'est une déviance des rôles. Et en plus, sur le plan constitutionnel, ils n'ont pas cette prérogative-là de tenir ce genre de propos. Et en plus, ce sont des propos tendancieux. Ce n'est pas pour dire que ce sont des gens qui sont milieux. Non, il vous montre clairement sa position. Soit du côté pouvoir, soit du côté de l'opposition. C'est tendancieux. Et les jeunes sont révolutionnés quand on sait, et ils s'exposent. Et la plupart des cas, c'est eux qui meurent. Très bien. Alors, l'Église face à la révision constitutionnelle, c'était le thème de notre entretien de ce jour avec notre invité, M. Antien Koulou, que j'ai reçu sous sa casquette d'homme d'Église. Je vous remercie pour votre passage dans Merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour moi. Merci. Très bien. Alors, il est temps à présent pour nous de nous informer. Mise à jour de l'information, c'est avec Shadrach Kaila, tout de suite.